En fait, je pense que tu fais Iceberg des traumas, édition anime, on a un autre niveau. Effet Mabé, le début avec le daron, là, la gamine avec le chien, là. J'ai 8 ans, je vois ça, c'est fini. Hein. Je fais des cauchemars pendant au moins 3 ans. Alors comme ça, tu viens sur ma chaîne secondaire sans t'abonner. Non mais attends, je viens de voir que t'as même pas liké la vidéo. Ça, c'est vraiment méchant. Mais t'as de la chance, pour cette fois-ci, je te laisse passer. Mais c'est la dernière fois, hein. Allez, bonne vidéo. Bon, là, ça va être un peu plus chaud, je pense, les gars. Dans la première partie, on avait abordé 3 thématiques différentes qui touchaient à presque tous les sujets. Que ce soit Si je fais l'iceberg sur Fému, je suis ban à forte chance. Hein. des images assez glauques, mais aussi des thématiques assez graves que je ne vais pas rementionner dans cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et logiquement, je vous encourage fortement à aller la voir, puisqu'on va sûrement faire pas mal de références à la première partie. Pour cette deuxième partie de l'iceberg, il nous reste 4 sujets à aborder. Tout comme la première vidéo d'ailleurs, on va aborder des sujets assez horribles, assez choquants. Donc, attends, il nous reste quoi là? tout comme la première vidéo d'ailleurs, on va aborder des sujets assez horribles, assez choquants. Donc si une des thématiques qu'on va aborder dans cette vidéo vous touche, n'hésitez pas à la skip, j'ai pas envie de forcer les gens. Cette quatrième partie abordera des épisodes qui abordent de manière explicite ou métaphorique la mort, le décès et la perte d'un proche. Perdre quelqu'un qui nous est cher, c'est quelque chose qui fait partie de la vie et touche tous d'une manière ou d'une autre. Et il arrive que certains dessins animés ou séries arrivent à nous faire ressentir la peine et la douleur causées par un décès de différentes manières. Il est possible d'ailleurs que vous ayez même vu ces épisodes, étant donné que vous allez voir, on va aborder des séries et des dessins animés qui touchent cette fois-ci un public un petit peu plus adulte que les premières fois. Vous allez voir, ne serait-ce qu'avec le premier épisode que je vais aborder. Buffy the Vampire Slayer, The Body. Buffy contre les vampires. Buffy contre les vampires. Sérieusement? En trauma? À part les quelques monstres, les quelques zombies qui faisaient un peu flipper. Buffy, c'était vraiment l'image de la femme forte, indépendante, qui défonce tout ce qui bouge. C'est une des séries les plus emblématiques de l'histoire de la télé. La série comporte pas moins de 7 saisons et plus de 144 épisodes. Et je m'excuse pour les fans de la série, j'ai pas vu un seul épisode, voilà. Donc si je fais des fautes par rapport à des événements historiques ou à des personnages, m'en voulez pas, voilà. Mais dans le chat, ça me dit, ouais mais mec, t'as pas tout vu. Mais le CC est magistral. Genre, vous avez vu les 144 épisodes de Buffy contre les vampires. Arrêtez de vous inventer une vie, là. Arrête. Vous avez regardé par-ci par-là quand ça passe à la télé, frère. Mais genre, y a aucun moment tu t'es dit, ok, je vais aller sur tel site. Un site illégal, bien évidemment, parce que je paye pas. Et je vais regarder tout l'intégral de Buffy parce que j'ai envie, tu vois, j'ai envie. J'ai essayé de me renseigner au mieux. Arrête. La série raconte les aventures de Buffy Summers, une adolescente totalement normale, enfin pas totalement, puisqu'en dehors de son quotidien d'ado, elle est également tueuse de créatures maléfiques, telles que des vampires, mais également divers démons. La série fait partie de ce cercle fermé de ce que j'appelle les séries pour ados des années 2000, comprenant également des shows comme Charmed, qui suit en fait le même schéma d'ailleurs, avec le côté un peu fantastique. On a également des shows comme Heroes ou Smallville, qui remplissent un petit peu ces critères-là, ou encore d'autres teenage series comme Friends ou Desperate Housewives. Ça fait un paquet de séries, je sais, mais c'est pas tout, parce qu'il en reste vraiment un paquet. La série est emblématique pour différentes raisons, que ce soit pour son scénario, mais aussi et surtout pour ses personnages. Pour ma part, étant donné que j'ai pas vu la série, je sais pas en fait le degré d'importance des personnages, voilà. Comme je vous ai dit, j'ai essayé de me renseigner au mieux. Et surtout par rapport aux personnages qu'on va aborder là. Dans l'épisode The Body, on y découvre Buffy rentrant chez elle pour voir sa mère. Seulement, en l'appelant pour savoir si elle est là ou pas, elle entend bien qu'il n'y a aucune réponse de sa part, et va donc se diriger vers le salon. En arrivant, elle découvre sa mère couchée sur le canapé, immobile et semblant surtout totalement inconsciente. Buffy se précipite vers elle, et c'est là qu'elle réalise qu'elle ne respire plus du tout. Elle tente alors tout son possible, bouche à bouche, massage cardiaque, elle appelle également les secours, essaie de trouver des solutions, mais rien n'y fait. Sa mère, par contre, force à tous ceux qui viennent de se faire spoil, hein. reste complètement inerte. De là s'ensuit une séquence absolument exceptionnelle dans laquelle on y suit Buffy dans un état de choc complet jusqu'à l'arrivée de J nous donnera cette scène. We're not supposed to move the body. Quoi? La scène entière est exceptionnelle. La manière brutale dont la mort est abordée dans cette séquence est absolument fantastique, et c'est, je trouve, une séquence particulièrement efficace. De nombreux articles vanteront les louanges. J'ai pas compris la scène. On n'est pas là, on n'est pas censé bouger le corps. Mais pourquoi après elle repanique? Ah, elle a compris que c'était fini. Ah oui, ok, d'accord. Ah mais moi je me disais, vu qu'elle avait déjà paniqué une fois. Ah, désolé les gars, moi en fait sur ce genre de truc j'ai toujours un souci en fait. L'épisode en déclarant que c'est de loin le meilleur épisode de la série. De plus, de ce que j'ai compris, le personnage de Joyce, la mère de Buffy, est quand même assez importante, surtout pour le développement de Buffy. Le fait qu'elle décède d'un anévrisme dans la saison 5 porterait aussi la dure réalité de la vie. Et je trouve d'ailleurs que la manière dont Buffy aborde la séquence, où elle est totalement paniquée par la situation, elle sait plus quoi faire, elle est attristée, je trouve que c'est vraiment une séquence fantastique. C'est finalement une manière assez réelle d'aborder la mort et le décès d'un proche, et c'est, je trouve, une excellente personnification. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Après ça dépend des gens, je pense, hein. Goodbye
Mr. Hooper. Deuxième et dernière mention de Sesame Street dans cet iceberg. Dans cet épisode, le personnage de Big Bird, aussi appelé Toccata, un personnage emblématique de la série, retrouve une partie de ses amis dans la cour d'un immeuble. L'ambiance est à la discussion et à la rigolade dans le groupe, chose que Big Bird a du mal à comprendre étant donné qu'il arrive un peu après la guerre. Et en vrai on le comprend, ce genre de moment c'est clairement les moments les plus gênants. Il essaye d'attirer l'attention de ses amis mais rien n'y fait et quitte alors les lieux temporairement. À son retour, il ramène avec lui des cadeaux pour ses amis qui se trouveront être des dessins et ils trouveront ça super gentil de sa part d'avoir fait des dessins d'eux. Seulement l'ambiance se calme rapidement à la vue du dernier dessin de Big Bird. Yeah, you captured him. Wow, that's beautiful. Oh, thank Really you. nice. I can't wait till he sees it. Sur celui-ci, on peut voir la tête d'un vieux monsieur qui se révèle être un certain Mr. Hooper. Il s'agit en fait de l'un des tout premiers personnages de la série qui tient une boutique d'objets assez variée et qui sert également de diner pour ses amis Puppet. Muppet. Il est également le premier personnage à faire interagir les deux côtés de la barrière, à savoir les Muppets et les humains. C'est aussi par conséquent l'un des personnages principaux de la série. Mr. Hooper, c'est un personnage attachant avec beaucoup d'humour, d'humanité et de savoir-vivre. Et je trouve que la manière dont il est présenté dans l'épisode et dans la série surtout, ça rappelle un petit peu ce vieux monsieur qui te raconte des histoires, qui rigole avec toi, donc voilà, assez gentil. Au-delà de son importance dans la série, Monsieur Hooper est un personnage à l'origine très proche de Big Bird, lui-même le considérant comme son mentor et sa figure paternelle. Et les deux se trouveront être très proches durant toute la série. Seulement en décembre 1982, l'acteur Willy, l'interprète de Mr. Hooper, s'éteint à l'âge de 74 ans des suites d'une crise cardiaque. Ce décès est un bouleversement total pour la série et pour ses fans qui ont grandi et qui se sont attachés à ce monsieur et à sa personnalité. Il a été également l'une des figures majeures dans le développement des Muppets à la télé et au cinéma et restera à jamais l'une des figures majeures de Sesame Street. Voilà qui remet le contexte sur ce fameux dessin. Cet épisode Farewell Mr. Hooper est en fait un hommage certain à Willy et à son personnage, et dans la scène lorsque Big Bird montre le dessin à ses amis, ils apparaissent tous donc très attristés, conscients que Mr. Hooper n'est plus là. Big Bird, ne voyant pas ça comme cela, prévoit de donner le dessin en main propre à Mr. Hooper, mais les différents personnages lui expliquent alors les choses. Big Bird, Ah, pour qu'il fasse son deuil, hein. die. They don't come back. Ever? No, never. Je trouve que l'épisode retranscrit assez bien ce qu'est le déni et le deuil à travers ses différents personnages et notamment à travers celui de Big Bird. À sa sortie, l'épisode sera considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire et En est vrai, c'est également un bel des épisode, les gars. Hein. épisodes pris pour exemple quand il s'agit de représenter au mieux le deuil et la représentation du décès à l'écran. Futurama. En fait, on dirait vraiment la réaction, c'est d'un enfant qui vient de perdre, je sais pas, son grand-père ou quelqu'un de proche autour de lui et qui doit lui expliquer pourquoi la personne n'est plus là et pourquoi elle reviendra jamais, genre. Bon, on va parler là d'un sujet qui me tient énormément à cœur, que je pense pas avoir mentionné sur le premier épisode, les animaux. J'ai toujours été entouré d'animaux quand j'étais petit, que ce soit des chiens, des chats ou Mais pas touche aux animaux, les gars. même d'autres animaux, et pour moi ce sont des membres importants de ma vie. C'est un sujet du coup qui me tient énormément à cœur parce que je me suis toujours dit que si un jour j'ai de la communauté et j'ai de l'influence, je pourrais justement mettre cette influence au profit des animaux, des associations et tout. Donc c'est quelque chose qui importe beaucoup pour moi. Pour revenir au sujet principal, Futurama est une série très populaire datant de 1999 et est à l'heure actuelle encore diffusée aujourd'hui. Tout comme les Simpsons, Futurama est une série visant un public de jeunes adultes et adolescents avec un plot assez humoristique et satirique. Je précise que pour les jeunes adultes parce que je me suis fait absolument incendier dans les commentaires pour les Simpsons et South Park, surtout pour les Simpsons. Donc voilà, les jeunes adolescents, jeunes adultes, tout ce que vous voulez. Bah, je précise quand même que les Simpsons, moi je les ai regardés à 10 ans et que pour moi 10 ans c'est petit encore. Hein. Donc, voilà, c'est ma seule défense, vraiment, je vous jure. N'en voulez pas s'il vous plaît, abonnez-vous. Dans l'épisode Jurassic Park, Fry, le personnage principal, emmène son ami Bender au musée. En avançant, il aperçoit le fossile d'un chien qui lui rappelle directement Seymour, son chien qu'il avait au XXe siècle juste avant sa cryogénisation. Il faut savoir d'ailleurs que la chronologie de la série se passe à l'an 3000, donc je crois au 31e siècle, un truc comme ça. Il cherchera pendant 3 jours tous les moyens pour récupérer le fossile afin de redonner vie à son chien. Après différentes péripéties, il arrive finalement à le récupérer et tente alors, à l'aide du professeur Farnworth, le clonage du chien. Le professeur commence alors son processus de clonage quand soudain Fry s'aperçoit sur l'écran au-dessus de la console que apparemment son chien a vécu 15 ans, soit une vie. Petit point récap. Il faut savoir que lors de la cryogénisation de Fry, Seymour était à ce moment-là alors âgé de 3 ans. Fry comprend alors à ce moment-là que son fidèle compagnon a probablement vécu une vie heureuse avec de nouveaux maîtres et il a dû complètement l'oublier. Sauf qu'il n'en est rien. Un flashback nous montre alors Seymour attendant devant la pizzeria où travaillait Fry. Oh non. Wesh, c'est super triste. Juste Il a attendu 12 ans, genre. Il y a personne qui est venu. What? C'est
C'est de loin l'une des scènes les plus que j'ai vues. Ah non, mais c'est L'abandon, j'ai horrible. déjà mentionné sur la première partie. Ouais, comme chouchou, hein. Mais là, on est vraiment sur autre chose. Parce qu'on parle pas assez, je trouve, de l'abandon des animaux. Rien que sur l'année 2023, on est à 44 844. Pour vous donner une idée. Je pense que personne n'a envie d'être abandonné au bord de la route attaché à un poteau. Je tiens à mentionner également le fait que l'épisode a été nominé à la cérémonie des Emmy Awards, une cérémonie qui récompense les séries télé, et a été nominé en 2003 dans la catégorie Prime Time, qui est une catégorie spécialement réservée aux dessins animés. Et Il n'y a rien de plus fidèle qu'un animal, les gars. Moi, j'hésite vraiment à me prendre un chien, les gars, quand je serai à la maison. Hein. Je me tâte vraiment. Genre, plus les jours passent, plus je me rapproche de l'aménagement, plus je me dis, est-ce que j'en prendrais pas un, tu vois. Mais, je sais pas, je me tâte encore, les gars. combattre par un... Tu devrais, ouais, mais je sais pas, les mecs. T'as un jardin et tout, ouais, je sais, mais c'est pas ça. C'est en mode, tu vois, quand tu prends quelqu'un, bah, moi je le considérais comme quelqu'un de la famille, tu vois ce que je veux dire. Et faut le prendre avec tout. Donc les bons moments comme les mauvais moments. Et en fait, c'est plus la fin. Je sais pas pourquoi, moi je pense tout le temps à la fin, tu vois. J'ai pas envie de vivre ça. Genre, imagine il est malade, imagine, genre il y a bien un moment où il sera plus là, tu vois. Donc j'ai pas, ça vit quoi, ça vit 10 ans, un truc comme ça en fonction de la race que tu vas prendre. Donc je sais pas si j'aurai les épaules pour tanker ce genre de truc, tu vois. Simpson, mais reste encore aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs épisodes de Futurama. South Park, Kenny dies. Dans un tout autre registre, on Pour ça. va parler d'un dessin animé qu'on avait déjà abordé dans la première partie, à savoir South Park. Après c'est rien comparé à tout le bonheur qu'il te donne, mais bon, je sais pas. Il y a quand même un bout de moi qui dit ouais, vaut mieux que je sois seul. Et vas-y, je suis déjà très bien, tu vois, mais... On va parler d'un dessin animé qu'on avait déjà abordé dans la première partie, à savoir South Park. Vous le savez, l'un des gros running gags de la série concerne le personnage de Kenny. En effet, celui-ci est fréquemment sujet à des atrocités et meurt dans énormément d'épisodes de la série. Si je ne dis pas de bêtises, Kenny meurt plus de 126 fois au cours de la franchise. Bon, ça va. Dans les films, les jeux vidéo et les courts-métrages. C'est donc un élément qui est C'est toujours des relativement morts de connu de merde, la hein. fanbase et est surtout vu comme un très gros running gag. Cependant, lors d'un épisode de la saison 5 nommé Kenny Dies, un épisode qui n'a à première vue rien de choquant puisqu'on a l'habitude de voir Kenny mourir un épisode sur deux, on apprend que Kenny est atteint d'une maladie rare appelée myopathie de Duchenne. Je vais pas rentrer dans les détails médicaux et scientifiques, mais globalement, c'est une maladie qui crée une faiblesse musculaire allant jusqu'à toucher les muscles cardiaques et entraînant par conséquent la mort. C'est une maladie qui démarre très tôt, à l'âge de 3 ans, et l'enfant peut aller jusqu'à la tétraplégie complète. Au début, j'avais les capacités, petit à petit, Ah, elles c'est sont horrible. parties. Dans cet épisode, Kenny est donc atteint par cette terrible maladie, et se retrouve finalement condamné. Contrairement aux autres épisodes de la série, on y voit là les différents personnages se donner plus de mal que d'habitude à essayer de l'aider, que ce soit Stan, Kyle ou Cartman. Les trois garçons n'arriveront cependant pas à aider leur ami, et Kenny s'éteindra pour de bon, sans revenir dans l'épisode d'après comme les autres fois. Cet épisode marque un tournant dans la série puisque c'est la toute première fois qu'un personnage central de la série disparaît pendant une très longue période. Et quand Il s'est vraiment barré après. je dis central, je parle surtout de l'un des 4 personnages principaux. Kenny, Ah genre il est pas revenu tout de un suite. personnage iconique dans l'univers de South Park, s'éteint, laissant derrière lui sa famille, ses amis et tous les fans de la saga. Ah c'est horrible. Oh le reveal frère. Goodbye, you guys. Oh la tête de con. Non, moi je me souviens d'un épisode où en gros il avait un problème. Ouais, non, en fait il allait à la boulangerie, au moment de traverser il se fait renverser, ok, mais il meurt pas sur le coup, genre il est au sol et tout. Il le ramène à l'hôpital, ils lui font une opération du cœur, l'opération elle se passe bien. Après au final il refait une rechute, et là ils disent quoi? Ouais il lui faut une greffe, il check, il y a aucun gars qui peut lui donner un cœur et tout. Donc il lui retire le cœur, et là t'as un vieux scientifique qui se ramène, il dit ouais vas-y go tester une nouvelle expérience et tout, vous allez voir ça va marcher. Il prend une pomme les gars, il prend une pomme, je sais plus, il la met au micro-ondes, c'est une pomme d'or et tout. Il dit avec ça va simuler un autre cœur, et vous allez voir il va se sortir. Il prend la pomme, il la met dans Kenny il se relève, ça marche 5 secondes, après il explose. Bon, je me souviens, j'étais en 6ème, j'ai vu ça, j'ai pas compris. Genre. Du moins pas pour longtemps. En effet, à la fin de la saison 6, dans l'épisode, Traîneau rouge. Kenny revient comme si de rien n'était et redeviendra un personnage Ouf, Kenny. récurrent de la série. Cependant, comparé à d'habitude, les showrunners feront en sorte que Kenny meure de manière beaucoup plus occasionnelle qu'avant. Voir un personnage aussi important que Kenny partir, ça fait un coup, même en étant gamin. Précise gamin encore une fois, la tranche 10-11 ans. Et c'est, je trouve, un épisode assez intéressant pour aborder l'importance des décès dans les dessins animés. Juste dommage qu'il soit revenu à la fin, ça aurait été peut-être plus malin de le laisser mourir, mais on comprend aussi le choix des showrunners, ne serait-ce que pour l'importance qu'il a auprès des fans. Après, le message, pardon, ouais, j'ai lâché un Star Wars sur la cam, le message est passé. Beyblade Metal Fury, l'étoile manquante. Mais non, Beyblade! Et tout le monde Marshall pour que je regarde ça, hein?
Mais apparemment, c'est un épisode de psychopathe. des 4 saisons. Celui-là, je l'ai ajouté personnellement dans l'iceberg, même si c'est bah alors carrément une exception, étant donné que ça vient d'un animé japonais. Et d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je sorte une vidéo sur les morts les plus emblématiques des animés japonais. Ça me chaufferait de fou. Voilà, dites-moi, n'hésitez pas. Petite remise en contexte. Beyblade Metal, c'est une série d'animation japonaise sortie dans la fin des années 2000, à peu près en même temps que le manga, et comprend 3 saisons ainsi qu'un film. J'inclus pas ici Beyblade Shogun Steel parce que pour moi, c'est une histoire qui est beaucoup trop différente en fait de Beyblade Metal, même si on va y retrouver des personnages assez récurrents comme Jinga, Madoka ou Tsubasa. Et pour moi, voilà, c'est vraiment une histoire à part. Durant la série, on découvre le personnage de Ryuga, un homme torturé, rongé par la vengeance et la haine, qui cherche à être le leader le plus puissant jamais existé. Il passera par de Il y a nombreuses du flow, moi. Hein. phases, étant antagoniste dans la première saison, puis anti-héros dans la deuxième, pour finalement devenir le loup solitaire, rongé par la soif de pouvoir dans la troisième saison. C'est un des personnages centraux de la série, qui amènera d'ailleurs à 2 des développements, selon moi, les plus importants de toute la série, avec un autre personnage central appelé Kenta. On va y venir de toute manière. Dans cette troisième saison, appelée Beyblade Metal Fury, la toupie de Ryuga, comme d'autres bladers, reçoit un fragment d'étoile qui donnera un gros power-up à sa... Hein? Ouais, j'ai pas le contexte. Mais il y a des pouvoirs cosmiques stellaires dans Beyblade. Sa toupie, la rendant terriblement puissante. Faut Wesh. savoir que Ryuga a toujours été extrêmement puissant, hein, l'un des personnages les plus puissants de tout le manga, et d'ailleurs a une très grosse rivalité avec Jinga, le héros principal, ce qui est logique, hein. Bon, le rapport méchant-gentil, et d'ailleurs les deux s'affronteront à de nombreuses reprises et auront parmi les combats les plus impressionnants de Attends, mais elles sont où les toupies là? la série. Au fur et à mesure de la saison, Ryuga sera rejoint dans sa quête de puissance par le personnage de Kenta. Jaloux que ses amis aient reçu un fragment d'étoile et lui non, il cherchera à se renforcer et suivra Ryuga What? partout où il ira, pour apprendre à devenir plus fort à ses côtés. La saison développe une forte relation entre les deux personnages, malgré un mépris certain de la part de Ryuga, et ça construit également, à mes yeux, les 2 meilleurs développements de la saison. Lors de l'affrontement final contre le grand méchant de la saison, Rago, Ryuga prendra part seul au combat face au Blader et à sa toupie Nemesis, considérée comme la toupie ultime. Un grand duel a lieu, mais la puissance de Rago étant trop forte, elle conduit à la défaite écrasante de Ryuga. Dites-vous que Ryuga a tellement été construit fort que le voir se faire one shot comme ça, c'est clairement le truc le plus inattendu possible. Et surtout, ça a choqué beaucoup de monde, dont moi, de le voir dans cet état. Plus tard, il sera rejoint par Kenta et les autres bladers légendaires, et c'est là que la bataille finale commencera. Ah, Nemesis tout le monde se réunit. arrive à démolir chacun d'entre eux Est-ce qu'à la fin, ils donnent tous leur puissance au personnage principal pour qu'il batte le méchant? super facilement, et étant donné que Ryuga est KO, il est impossible pour les autres bladers de sceller Nemesis et donc de gagner. C'est alors qu'une colonne de flammes bleues apparaît derrière les personnages, et on y voit Ryuga se lever et déclarant alors ceci à Kenta. Il y a eu un moment grandiose où je me suis comporté sérieusement. Et j'ai promis. Prends-le, il est pour toi. Kenta! Il transfère alors le pouvoir de sa toupie dans celle de Kenta, avant de disparaître définitivement. Pour beaucoup Oh bah, alors honnêtement, enfin, le perso avait l'air exceptionnel. Hein. de gens dont moi, ce moment, ça signifie clairement la fin et la mort de Ryuga. Et je me souviens qu'à l'époque, ça m'avait particulièrement choqué Wesh. de voir un personnage aussi important disparaître comme ça. Cette mort derrière a entraîné un certain deuil de la part de Kenta, qui l'a directement transformé en colère pour aider les autres à gagner la bataille. C'est peut-être anecdotique pour vous ou pas, hein. Je sais pas si vous avez été particulièrement impressionné ou touché par cette mort. Qu'à les fans de la série, dites-moi ce que vous Je sais pas si vous avez été traumatisé, ceux qui ont vu Beyblade. On parle de trauma, hein. Trauma. Genre, t'étais triste? Je pense pas que ça t'a traumatisé de... Ah ouais, il y en a un qui a été trauma? Non? Ou 2? en pensez. Mais dans tous les cas, je comptais la mettre dans cet iceberg parce que c'est une mort qui m'a énormément affecté plus jeune. Genre, je sais pas, la sœur de l'autre, là, dans Inazuma Eleven, là, le mec qui veut traverser, y a Rick Dark qui débarque, il l'écrase avec un bus. Voilà, bah ça, je peux comprendre. Genre, en vrai, je peux comprendre que tu fasses attention en traversant les passages piétons. Pour cette 4e partie de l'iceberg. On descend maintenant de plus en plus bas dans l'iceberg, les rayons du soleil deviennent à peine visibles, et on continue dans cette prochaine partie. Oh bah c'est des sujets pas Voilà très maintenant dans joyeux, cette hein. 5e partie de l'iceberg. Comme vous l'avez vu dans le titre, les épisodes qu'on va aborder là relatent d'homicides, de menaces de mort et de tout ce qui tourne autour de ça. Dans cette liste particulièrement, de nombreux épisodes ont été sujets à controverse. Donc encore une fois, je vous mets un disclaimer, j'insiste, mais si vous êtes sensible à ce genre de sujet, passez la partie ou quittez la vidéo. Quant à nous, on va rentrer Non. dans le vif du sujet Merci, par Faye. ce premier cas particulièrement dégueulasse. X-Files. Pour ce premier Oh, sujet, ça date, ça. on va parler de l'une des séries les plus emblématiques des années 90, j'ai nommé X-Files. X-Files est une série de science-fiction diffusée une première fois entre 1993 et 2002, puis connaît un renouveau de 2016 à 2018. La série raconte le quotidien de 2 agents spéciaux du FBI, Fox Mulder et Dana Scully, qui enquêtent sur des dossiers non classés impliquant majoritairement des phénomènes paranormaux. La série Oui les gars, ça vient de là l'OST.
C'est pas son TikTok. Et trouvera rapidement son public, atteignant des dizaines de millions de spectateurs, avec une très grosse cote de popularité auprès des jeunes adultes. Les épisodes sont souvent très particuliers, très dark, très sombres, et englobant parfois différents genres, notamment celui de l'horreur, sans forcément aller dans des choses hyper trash. Ce qui n'est pas le cas de l'épisode qu'on va aborder juste ici. La première fois que j'ai fait mes recherches pour cet épisode, je me suis demandé comment ça peut passer à la télé, étant donné le côté trash et le côté violent de celui-ci. Dans l'épisode, Mulder et Scully enquêtent sur le meurtre d'un nourrisson dans une petite ferme isolée. Ils découvriront plus tard des choses affreuses, dégueulasses qu'on va développer dans l'épisode. L'épisode commence avec une femme donnant naissance à un nourrisson totalement déformé. 3 hommes sont autour et récupèrent le bébé pour l'enterrer non loin de la ferme. À savoir qu'à l'origine, la scène a été modifiée à cause des cris de bébé et des cris d'agonie qui étaient beaucoup trop violents, et même d'ailleurs les membres de l'équipe technique en ont aujourd'hui les conséquences et les séquelles. Quelques temps plus tard, un groupe d'enfants joue au baseball non loin de la ferme. L'un d'entre eux se prépare à engager quand il marche sur quelque chose de mou. En relevant le pied, il découvre sa chaussure ensanglantée de restes humains. La caméra nous fait alors découvrir une main sortant du sol, faisant fuir les enfants. Le shérif de la ville fait alors appel à nos 2 enquêteurs. Il découvre alors le corps du fameux bébé en début d'épisode et soupçonne possiblement la petite maison juste en face de la ferme. Le shérif explique la situation. Il dit que les personnes qui habitent là s'appellent les Peacock. C'est une famille isolée du monde qui y réside depuis la guerre de sécession. Il explique que la maison est actuellement habitée par 3 frères et qu'ils ne dépendent de personne. Et surtout, fait assez intéressant, c'est une famille consanguine. Voilà, ça vous... Attends, mais X-Files c'était trash à ce point, genre? Parce que là, cliché, l'américain reculé, ouais, bon, hein? On fait des enfants entre nous et... met un petit peu le contexte de l'état dans lequel ils sont. L'autopsie du bébé révélera plus tard que l'enfant a bel et bien été enterré vivant. Et les soupçons se tourneront naturellement vers les 3 frères. Ils soupçonnent également que ces 3 frères-là, n'ayant aucune conception des normes sociales, ont probablement enlevé, séquestré et violé une femme pour qu'elle mette au monde l'enfant. Les 2 enquêteurs se mettent Non mais c'est n'importe quoi. alors en route pour la ferme pour voir ce qu'ils s'y trament. Et en arrivant, ils découvriront une maison vide mais remplie d'indices qui pourraient permettre de prouver qu'ils sont bien à l'origine de ce meurtre. Les 2 enquêteurs s'en vont, quittent la maison, et nous spectateurs on découvre que quelqu'un les surveillait depuis le début. Cependant, pendant la nuit, les 3 frères se rendront chez le shérif pour l'assassiner, lui et sa femme. C'est le shérif adjoint qui découvrira le corps et le signalera à Mulder et Scully. Les 3 forces d'autorité ont maintenant assez d'éléments pour arrêter les Peacock. Ils mettent alors au point un plan pour essayer de les arrêter. Le shérif sera le premier à rentrer dans la maison mais se fera exécuter par un piège et vient Mais c'est des malades ces mecs en fait. ensuite nos 2 agents Donc là ils ont envoyé le sergent en mode ouais les gars, ça y est vous pouvez. La tête qui roule au sol. du FBI qui créeront une diversion avant de rentrer dans la bâtisse. Ils découvrent une femme, le visage Déformé, est amputé des 4 membres. Pensant au début qu'il s'agit de la femme retenue en captivité. Ils découvriront rapidement qu'il s'agit nul autre que la mère des 3 frères, mais la discussion sera stoppée net quand les 3 hommes rentreront pour tenter de tuer les 2 agents, et une bataille a lieu dans laquelle 2 des frères seront éliminés, et le dernier arrivera à s'enfuir avec sa mère, Attends avec mais c'est épisode de fou furieux là. qui ils refondront sûrement une nouvelle famille. Bon, je suis désolé, le résumé est assez long, mais ça me permet aussi de vous poser un petit peu le contexte de l'épisode, qui est, je trouve, assez trash. Contrairement à Il va refaire une autre famille avec la daronne, à l'autre bout du monde. certains épisodes qui contiennent surtout un Vous me retirez pas ma mère, je vous le dis. Hein? On va continuer à faire des enfants bleus. Que ça vous plaise ou non? moment choquant en particulier. Avec cet épisode-là, c'est surtout sa totalité qui est graphiquement violente. L'épisode sera interdit aux moins de 17 ans et comprendra pour la première fois dans l'histoire de la série un disclaimer en début d'épisode. L'épisode d'ailleurs ne sera pas rediffusé derrière, une première dans l'histoire de la chaîne Fox. L'histoire de la famille consanguine un peu à l'écart de la société, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais moi en tout cas ça me fait penser à la famille Whittaker, une famille consanguine qui vit du coup également reclus de la société et qui a fait pas mal de bruit il y a quelques mois. Bon, bien entendu ça n'a rien à voir sur le plan violence et cruauté, en tout cas de ce que je sais, hein, je sais pas du tout ce qui s'y trame dans cette maison, en tout cas ça m'a pas Ils ont pas l'air très en forme. mal fait penser à ça. Au final, cet épisode d'X-Files a quand même énormément marqué les esprits par sa violence et son contenu choquant et reste à l'heure actuelle l'un des plus sombres de l'histoire des séries télé. King of the Hill, Pygmalion. Revenons dans les dessins animés avec la série d'animation King of the Hill, ou Les Rois du Texas en français. Cette série-là, je la connais surtout de loin, mais je sais que c'est une série qui est quand même assez populaire, datant du début des années 2000. Et c'est une série qui fait partie de ce trio iconique des dessins animés pour jeunes ados, avec les Simpsons et Family Guy. Durant l'épisode Pygmalion, le personnage de Luan commence à fréquenter un chef d'entreprise qu'elle idolâtre, du nom de Trip Larsen, un gérant d'une entreprise de production de porc. Elle tombe folle amoureuse de lui, ce qui inquiète fortement sa famille, pas seulement pour la différence d'âge, mais surtout parce que Larsen a un comportement assez étrange à l'égard de sa famille et à son égard également. Peggy, la tante de Luan, sera celle qui Tu vois le truc venir ou pas? sera le plus inquiète à son sujet, observant une grande naïveté dans l'esprit de sa nièce. Un soir, Peggy recevra un colis assez étrange devant leur maison, un cochon décapité, et elle comprend très vite que c'est le signe évident d'une menace de mort à son égard. Luan, quant à elle, passera de plus en plus de temps avec Larsen, mais celui-ci commencera à développer un comportement de plus en plus bizarre, cette fois-ci
avec elle. Elle découvrira d'abord un cochon enfermé dans une pièce, ce qui mettra d'ailleurs fortement Larsen en colère. Et peu de temps après, la jeune fille se réveillera avec les cheveux rouges ensanglantés, littéralement puisqu'elle sera Qu'est-ce que c'est couverte de encore? sang, donnant cet aspect roux. L'homme prendra également soin de remplacer toute la garde-robe de la jeune femme par la même tenue, la troublant un peu plus sur ce qui se passe ici. Elle finira finalement par tomber sur une publicité d'une personne ressemblant comme deux gouttes d'eau à elle, et Larsen lui explique alors la situation. Il lui explique que selon lui, la personne sur cette photo est à ses yeux la femme parfaite, et qu'il a toujours recherché une femme avec les mêmes traits qu'elle. Ce qui est du coup le cas pour Luan. Mais Luan se confie et il lui dit qu'elle se sent terriblement seule depuis qu'elle est ici. Et Larsen la rassure en lui disant qu'elle pourra voir autre chose et qu'elle pourra surtout s'amuser à la fête de ce soir, une fête d'Halloween qu'il organise chez lui. Elle croise sa famille qui ont été invités à la fête et décide de leur parler de la situation. Et la gouvernante débarque et lui demande de rejoindre Larsen. Elle le découvre déguisé en cochon et Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Khalouf les gars, vraiment. Larsen demandera alors la main de Luan. La jeune fille est très Attends, donc le gars il va faire sa demande en mariage en cosplay porc? Non mais les showrunners ils étaient dans l'espace là. excitée, mais il change au dernier moment en disant qu'elle doit épouser un type avec la même tenue que celui sur la pub. Il essaie tout simplement de recréer la photo, mais Luan prend peur et décide de s'enfuir. Larsen la rattrape, tente de la capturer, mais... Non. J'ai pas Bon bah voilà, ça fera un petit sauciflard. besoin de vous faire un dessin. Cet épisode est assez explicite. Je pense que tout le monde l'a compris, que ce soit avec le cochon décapité sur le palier de la porte, la tentative de séquestration, et surtout, même si c'est pas montré, la mort de Larsen. Voilà, tout est subtil, mais ça reste quand même assez trash. L'épisode devait à la base sortir pour un spécial d'Halloween, mais il fut finalement reporté 2 saisons plus tard pour des raisons inconnues. Beaucoup de rumeurs tournent encore sur Larsen, comme quoi on devrait l'apercevoir d'usine empalé sur un crochet, mais rien de fondamentalement vrai. Ça reste surtout des légendes urbaines pour faire frissonner les gens. Ou pas. Tom et Jerry, Evenly Plus. Tom et Jerry, c'est l'un des dessins animés les plus iconiques L'épisode est connu de ouf les gars. de l'histoire. Et c'est en partie parce que c'est un dessin animé qui a traversé les âges assez facilement, étant pense que tout le donné monde que connaît même ça. nos parents ont connu la série, tout comme la Panthère Rose et Inspecteur Gadget. Et mais je crois même nos grands-parents connaissent ça. La série est connue majoritairement pour ses 2 personnages iconiques et pour son côté cartoon goofy totalement efficace et très assumé de la part des showrunners. Cependant, vous commencez à être habitué, certains épisodes diffusés à la télé sont passés à la trappe pour des raisons assez diverses. Les Ça me fume que Luffy il utilise tous les movesets de Tom genre. épisodes sombres, inadaptés avec une représentation assez discutable. Dans cet iceberg, on va aborder 2 épisodes de Tom et Jerry, dont un qui va arriver normalement dans la partie suivante, qui sont des épisodes assez spéciaux et qui sont considérés comme sombres entre guillemets dans leur thématique, et qui ont également été retirés de la diffusion. Avant de parler du prochain épisode, on va parler de celui-ci, à savoir Heavenly Puss. L'épisode Heavenly Puss démarre avec Jerry qui essaye de s'incruster dans la maison des propriétaires de Tom pour voler un gâteau qu'il a vu sur la table. Tom surprend la souris Ah et c'est pas l'épisode... Ah putain je pensais qu'ils allaient pas si bien, je connais pas du coup. cherche comme à son habitude alors à l'attraper. Il le course dans toute la maison, jusque dans les escaliers, mais en arrivant et en voulant faire tomber Jerry, Tom fait tomber à la place un piano qui vient s'écraser sur lui. On y découvre alors un Tom aplati, mais surtout... mort. Je déconne pas, Tom est à ce moment-là réellement mort. On le verra même monter au paradis et je vais m'arrêter là parce que en soi la suite de l'épisode est pas giga intéressante. C'est surtout en fait cette partie-là qui nous intéresse. L'épisode est encore aujourd'hui banni dans plusieurs pays en Europe et au Brésil pour sa personnification de la mort et tous les messages religieux qu'il représente. En effet, quand je parle de messages religieux, je parle du rapport assez évident au christianisme avec le chien qui est symboliquement représenté comme le diable, le rapport au paradis, etc. etc. On y apercevra aussi les 3 chatons, Fluff, Muff et Puff, qui apparaîtront dans un petit sac trempé, ce qui veut probablement dire qu'ils ont été abandonnés dans un cours d'eau et qu'ils se sont donc Noyés, par conséquent noyés. Si on part de ce postulat, on peut affirmer très naturellement que contrairement aux autres épisodes de la série, celui-ci est quand même bien plus sombre Ouais, je l'avais vu cet épisode. que d'habitude. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous Moi ça connaissiez l'épisode m'avait pas ou non, choqué hein. et si d'ailleurs vous connaissiez les anciens épisodes ou pas du tout. Invader Zim, Dark Harvest. Cet épisode-là, il est considéré comme l'un des plus dérangeants de l'histoire des dessins animés. Cet épisode de la série Invader Zim, ou Zim l'envahisseur, met en scène Zim, un extraterrestre se faisant passer pour un élève d'une école qui doit se rendre à une visite médicale. Seul problème, si les gens apprennent que c'est un extraterrestre, tout va très mal aller pour lui, et pour éviter d'être repéré, Zim a besoin d'avoir des organes humains pour passer la visite. Tout le déroulé de l'épisode, donc Zim, enlevant les organes des différents enfants de l'école petit à petit, donnant des scènes vraiment... C'est pour les enfants. Et cet épisode a été validé autour d'une table, les gars. Ça vous dit qu'on suit l'alien qui enlève les organes des enfants et on le diffuse le matin sur T'es fou? Ouais, c'est une super bonne idée. perturbante. Bah oui. Que ce soit l'écrit, l'imagerie qui aurait très bien pu être dans la première catégorie de l'iceberg, tant c'est perturbant, et je pense qu'un autre extrait représente bien l'ambiance de cet épisode. Un extrait que j'ai trouvé particulièrement dégueulasse. I've been working out. Oh. Oh, mais
mais je pense putain, que mais j'ai comment pas ça a été besoin d'en dire validé? plus. Et à savoir que de nombreuses controverses sont sorties par rapport à cet épisode, notamment une affaire qui a fait énormément de bruit à l'époque. En 2005, une femme du nom de Pamela Vital est retrouvée éventrée chez elle. On découvrira quelques jours plus tard que l'auteur de l'acte est un certain un jeune homme de 16 ans qui était voisin avec la victime. Il sera arrêté 5 jours après le meurtre et sera condamné à la prison à vie. Cependant, aujourd'hui, la peine a été réduite à 25 ans de prison et devrait normalement sortir sous liberté conditionnelle d'ici 2030. Voilà, non, je crois qu'ils ont changé de juridiction, c'est comme ça. Et c'est normalement là que vous vous demandez pourquoi Invader Zim est impliqué dans le lot. Vous allez voir. Lors de son procès, Scott affirmera s'être inspiré de cet épisode qui a... C'est comme les gens qui sortent dans la rue avec des calages et qui disent ouais mais c'est de la faute de GTA. Non mais c'est parce que dans GTA on peut sortir dehors et tirer sur tout le monde, donc je pensais que c'était la même chose. développé sa fascination pour les organes C'est humains. que c'est bizarre, la grand-mère elle avait pas de lance-roquette, elle pouvait pas répliquer. C'est d'ailleurs à cause de ça que les circonstances de décès de la victime ont été aussi atroces. Et non, je ne vais pas détailler la manière dont la victime a été assassinée par respect pour elle. Ce cas en particulier a pas mal bouleversé la diffusion d'Invader Zim qui s'arrêtera après la saison 2. Les showrunners justifient cette fin de diffusion par un manque d'audience, et je pense sincèrement que cette affaire a dû marquer un sacré coup dans le paysage médiatique de la série. Alors après l'épisode de base, avant qu'il y ait le problème avec l'autre criminel, c'était déjà un problème en fait. C'était un souci. Hein. Nous voilà donc à la fin de cette 5e partie de l'iceberg. Elle était assez courte, mais vous allez voir que les autres sont pas non plus hyper grandes, mais de toute manière, vous allez voir aussi que les sujets sont clairement pas drôles du tout. Il nous reste 2 catégories en dehors de vos traumas. J'espère que vous êtes toujours là. Passons à l'avant-dernière partie. En vrai ça va pour l'instant. Oh. Pourquoi je le fais toujours carrément? Pour l'instant je trouve que c'est ok hein. Pas besoin de vous Sauf, faire un dessin sur ce sujet-là, vous l'avez compris, Bon. on va aborder cette fois-ci la question du suicide. Quels ont été les épisodes qui ont marqué l'audience en abordant ce sujet de toutes les manières possibles? On va voir ça maintenant. Tom et Jerry, Blue Cat Blue. On Ah va voilà. C'est avec un épisode que beaucoup d'entre vous connaissent et que certains m'ont même mentionné dans les commentaires de la première vidéo, puisqu'on va parler là de l'épisode Blue Cat Blues de Tom et Jerry. Dans cet épisode, on y retrouve Tom qui tombe amoureux d'une chatte blanche. Il essaye d'attirer son regard, mais il est doublé dans sa course par Butch, son rival en amour qui lui pour le coup joue de sa richesse et de ses avantages pour faire tomber la chatte dans ses bras. Après de multiples tentatives, allant jusqu'à même signer des contrats ahurissants qui stipulent qu'il doit faire don d'une jambe, d'un bras et de 20 ans d'esclavage, tout ça pour acheter Les gars, vous avez, s'il vous plaît, un peu de sérieux quoi, supplie quoi. une voiture qui sera d'ailleurs finalement écrasée par Butch. Tom sera totalement désespéré et tombera progressivement dans l'alcool. Jerry de son côté essaiera d'aider Tom un maximum, pour la première fois de la série d'ailleurs, mais celui-ci ira jusqu'à faire une tentative de suicide, sauver une extrémiste par Jerry. En passant, Tom et Jerry voient passer leur amour respectif avec d'autres partenaires en bateau, avec marqué marié dessus, et décideront À cause d'une femme. Voilà, hein. Parce qu'encore une fois, les douleurs de cœur, c'est les douleurs qui font le plus de dégâts. finalement de se mettre sur les rails d'un train Bravo. tous les deux, attendant leur sort. L'épisode se termine sur les sifflements du train, mettant fin à l'épisode et la série. Oui, c'est Et vrai. j'ai menti. Ah, non bah si, c'était le dernier épisode, arrête. C'est pas le dernier épisode de la série. Cette rumeur vient en fait du site Cracked.com, qui est à l'origine un magazine comique américain, et qui déclarera que Blue Cat Blues est bel et bien le dernier épisode de la série. Également, il s'avère que d'après Et les tout le monde croyait ça. showrunners, cet épisode-là n'est pas une représentation du suicide. Alors ça m'étonne beaucoup parce que si c'est pas la représentation, c'est quoi en fait? Aucune réponse à ce sujet-là malheureusement. Et d'ailleurs la série se terminera dans une 15aine d'épisodes plus tard, dans un épisode totalement normal, laissant le mystère planer autour de cet épisode. Je vous laisse vous faire votre propre avis en commentaire. Looney Tunes. Le pauvre Tom, les gars, franchement, c'est... Il a tout donné, son amour a été rejeté, au final, voilà quoi. Hein. Feathers. Les Looney Tunes, c'est une série d'animation parmi les plus iconiques de l'histoire du cinéma, comprenant des personnages absolument emblématiques du dessin animé. Bugs Bunny, Tex Avery, Titi et Grou Minet et j'en passe. Et mine de rien, depuis sa création en 1929, la série a vu passer un nombre incalculable d'épisodes différents, Les gars, dont mais Full Gear 5, vraiment. celui que nous allons aborder juste ici. L'épisode Life with Feathers démarre avec un oiseau qui est profondément déprimé que sa femme ne l'aime plus et Je vois que commence ça à chercher maintenant. différents moyens pour sauter la vie. Oula. Où ça? Il se Non mais what? décide et se dit qu'il sera finalement mangé par un chat. Tombe alors sur un chat complètement affamé qui sera plus tard appelé Sylvestre, alias Gros Minet. A noter d'ailleurs que c'est cet épisode qui signe la première apparition de Sylvestre à la télé. Cependant, le chat se doute de quelque chose et pense que l'oiseau est empoisonné et décide de décliner la demande, ce que l'oiseau ne va pas tolérer et il mettra tout en œuvre alors pour se faire manger. Voilà pour le plot de l'épisode qui est, il faut What le the dire, fuck? assez limite quand même. La scène où on voit l'oiseau réfléchir à tous les moyens pour lui d'en finir a été coupée sur 5 chaînes différentes due à la violence de la scène. De plus, les Looney Tunes ont toujours visé un public de moins de 10 ans et montré ce genre de choses toute époque confondue. Bah, je pense qu'en vrai, tu vois ça quand t'es gamin, tu comprends même pas le truc, mais...
Là, oui, c'est explicite, hein. n'a pas vraiment de sens. Une fois de plus, Tu c'est dis, oh, il est juste triste et tout, parce que tu sais pas, en fait. Tu sais pas que le mec, psychologiquement, bah, il est pas bien et... ce genre d'épisode en fait où je comprends pas trop la décision des showrunners. Mais c'est Surtout quand même que grave de mettre tu ça, sais genre. que ton public c'est quand même moins de 10 ans, vraiment je comprends pas pourquoi tu peux laisser un truc comme ça en fait. Seinfeld, The Suicide. Ah bah là, Je pense c'est... que ok. compréhensible, c'est littéralement dans le nom. Seinfeld est une sitcom américaine diffusée entre 1989 et 1998, et qui comporte pas moins de 9 saisons. Pour vous résumer un peu la série, c'est un comédien qui joue son propre rôle, Jerry Seinfeld, qui raconte sa vie et qui nous fait vivre son quotidien. Rien de fou. Quand j'ai lu le plot, vraiment, ça m'a pas donné envie d'aller la voir. Pourtant, la série est quand même réputée comme étant l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure de tous les temps, d'après Ah, s'il te plaît, il y a The Office, donc un peu de respect. de nombreux magazines, mais honnêtement, je sais pas si c'est une autre époque ou quoi, mais vraiment j'arrive pas à capter. Peut-être parce que c'est une sitcom américaine qui est vraiment purement américaine, je sais même pas si elle est passée en France, je sais pas. En tout cas, je saisis pas la hype. Si jamais s'il y a des gens qui ont vu Seinfeld, n'hésitez pas. Dans cet Ouais, mais c'est comme Friends. C'est comme Friends. Genre, c'est une très bonne sitcom, mais c'est pas la meilleure sitcom. épisode, je vais pas le mentionner en entier. C'est la parce que, sitcom ça qui sert met à tout le rien, monde ça nous d'accord, intéresse c'est pas la c'est meilleure. surtout le début en fait qui nous intéresse. On découvre que Jerry entretient une relation intime avec la petite amie de son voisin. Seul bémol, son voisin découvre la tromperie et ne pouvant plus supporter l'infidélité, il fera une tentative de suicide et se retrouvera Oula. donc dans un lit d'hôpital. Ce que je trouve assez dégueulasse et assez dérangeant honnêtement, c'est la manière dont la tentative de suicide est abordée dans cet épisode-là. Tout simplement parce que bah c'est vu comme quelque chose de comique. Peut-être que j'ai beaucoup de mal et peut-être que c'est le ton de la série, mais bah c'est vu comme quelque chose de comique. C'est D'ailleurs, c'est vrai qu'il a pas abordé la fin de Marcelino, les gars. En fait, tous ces dessins animés-là, il les a pas abordés. La fin de Marcelino, Princesse je sais plus quoi, enfin, les malheurs de Sophie. tourné au Tous ces dessins animés-là, ils étaient trash, hein. ridicule. Et honnêtement, j'ai pas trop compris pourquoi. Puisque Rémi mon rapport sans à ce amis. sujet-là est quand même assez particulier, puisque c'est quelque chose que je connais très bien. Des proches, et je vous épargne les détails que je vais pas aborder, mais c'est quelque chose que bah, je connais assez bien. J'insiste, mais d'ailleurs, s'il vous plaît, si vous souffrez de ça, voilà, si vous êtes en détresse, parlez-en autour de vous, parlez-en dans les commentaires, parlez-en à de nombreux services, s'il vous plaît, il y aura tous les numéros en description. Parce Attends, pourquoi il y en a un dans le chat qui met Captain Tsubasa? Genre, ils avaient des problèmes, les joueurs dans Captain Tsubasa? Je pense qu'il va pas se lever et jouer au foot. À la limite, peut-être qu'il avait un pépin physique ou une blessure, mais... que je veux pas que les personnes qui en souffrent restent dans le silence et honnêtement il y en a tellement que s'il vous plaît non vraiment pas. Et si d'ailleurs des personnes parmi vous ont surmonté ces épreuves, n'hésitez pas à témoigner dans les commentaires, ça serait vraiment très cool et ça pourrait aider beaucoup de monde. Merci à ceux qui le feront. Voilà pour cette avant-dernière partie de l'iceberg. On rentre maintenant une dans les blessure. tréfonds les plus sombres, l'équivalent des abysses, et vous allez voir que les épisodes qu'on va aborder là sont parmi les plus choquants que j'ai pu aborder jusqu'à présent. Bien sûr Ok. je minimise pas les épisodes juste avant parce qu'on a eu vraiment des cas assez horribles. Tous les épisodes sont assez uniques dans leur sujet, donc franchement je suis assez content de tous les épisodes qu'on a pu aborder. Mais dans cette partie-là réside parmi les épisodes les plus compliqués et les plus sombres. Je peux remettre un autre trauma ou pas? En vrai, ce qui arrive à Mike début saison 2 de SNK, je pense que c'est un big trauma, en vrai. Aussi bien pour un adulte que pour un enfant. En vrai, un enfant voit ça, il est pas bien. Hein. C'était trop violent, genre. Oh merde. Moi, j'avais rigolé, mais t'es un malade. Moi, le seul truc qui m'avait fait rire, c'était le titan qui était comme ça, là. Alors, si, tu peux y aller, s'il te plaît? Non, mais s'il te plaît, j'attends depuis tout à l'heure. Oh, il a l'air tout mignon, tout chou. Ah, lui, là, qui attendait juste derrière le bat. Hein. Dernière partie de l'iceberg. Ça va, il était bien joufflu et tout. On va aborder 3 épisodes. Ils sont liés de près ou de loin au sujet que vous avez vu dans le titre. 3 épisodes choquants, à différentes échelles, certes, mais choquants. On va Mais faut parler faire un là de iceberg des tueries de animes. masse, de violences gratuites et de génocide. Accrochez-vous, on attaque enfin la dernière partie de l'iceberg. Je vous remercie d'être resté jusque-là. Commençons. Torchwood. Vous vous souvenez quand je disais que l'épisode d'X-Files était le pire épisode que j'avais jamais vu? Bah j'ai menti. Torchwood est un spin-off de la célèbre série Doctor Who. Et ça m'étonne d'ailleurs qu'avec tous les épisodes qu'on a abordés et tous les sujets qu'on a pu voir dans cet iceberg, on n'ait pas fait mention de Doctor Who. Parce que ceux qui connaissent la série savent à quel point Doctor Who c'est quand même assez spécial. C'est une série extrêmement emblématique qui remonte, tenez-vous bien, aux années 60. Je sais que ça peut paraître assez fou, parce que même moi je l'ai découvert en écrivant cette vidéo, mais oui, ça existe depuis les années 60. C'est assez fou parce que nous, notre génération, on retient surtout la série de 2005, mais il s'avère qu'il y a bel et bien eu une série entre 1963 et 1989. Et personnellement, ça m'a vachement mis sur le cul quand j'ai appris ça. La série comporte pas moins de 7 spin-offs télévisés, ce qui en fait littéralement un univers à lui tout seul, appelé le Whoniverse. Et parmi ces spin-offs, on retrouve la série Torchwood, qui est une série de science-fiction diffusée entre 2006 et 2011, et comportant 4 petites saisons pour 41 épisodes. La série prend place après la deuxième saison de Doctor Who. On y suit une agence secrète galloise créée par la reine Victoria pour C'est lui. plus complet que le
le MCU, les gars. Contre les extraterrestres et leur agissement. La série se veut Ah bon. volontairement plus sombre et plus adulte que l'original, s'auto-qualifiant même de sinistre et psychologique. Et d'ailleurs, la série ira même jusqu'à être interdite au moins de 15 ans sur le format DVD. Maintenant que les bases sont posées et que vous connaissez un petit peu la thématique de la série, on va pouvoir aborder cet épisode contre ici. L'épisode commence avec une femme qui est en voiture au téléphone. Elle s'arrête d'un coup sec à la vue de ce qui semblerait être un corps gisant au sol. La dame, prudente, avec une batte de baseball, et commence à voir si la personne est bel et bien vivante ou non. En la retournant, elle s'aperçoit que c'est un leurre, et au même moment, la musique de sa voiture s'arrête. On y voit une silhouette passer, la dame courant jusqu'à sa voiture, mais c'est trop tard. Une créature masquée se jette sur elle, elle hurle de terreur, et le générique se lance. Il se trappe. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'épisode nous met directement dans l'ambiance. On retrouve alors l'équipe de Torchwood qui fait le point sur l'enquête en cours, déclarant que 17 personnes seraient apparemment portées disparues en l'espace de 5 mois, mais qu'aucun corps n'a été retrouvé depuis. Plus tard dans la forêt, on retrouve Gwen et Owen discutant de manière non conventionnelle. Dans le même temps, Gwen apercevra une C'est vachement proche pour en parler, là. silhouette qui ressemblera fortement à la silhouette qu'on a vue au début d'épisode. Les deux partent en chasse, mais tombent finalement sur un. Et en enlevant le drap, ils découvrent un cadavre sans peau, la chair à vif, laissant limite que les os exposés. Bon, je suis obligé de flouter, c'est un peu normal. En arrivant devant la grange, ils décident de se séparer pour fouiller les lieux. En rentrant, ils découvrent que c'est désert, mais qu'une forte odeur rôde dans la maison. Gwen avance et y rentre dans la cuisine. L'odeur est tellement immonde que les mouches se baladent dans la pièce. En se retournant, Gwen découvre une sorte de lampe et en baissant la tête, elle y découvre un cadavre en position. Pendant Oh ce bah temps, super. Toshiko et Lando se retrouveront faits prisonniers et tenteront de trouver un moyen de sortir d'ici. Ils fouillent les environs et tombent d'abord sur un tas de vêtements et de chaussures semblant appartenir aux anciens habitants de la ville. Jusque là, on a le droit de se demander si, avec ces vêtements, éventuellement, ils peuvent retrouver des traces des corps jusqu'à ce que Toshiko ouvre le frigo. Je vous mets pas la scène en entier, ça sert à rien, je pense que ne serait-ce que pour la décrire ça serait dégueulasse, mais on y voit un nombre incalculable de restes humains démembrés. Et honnêtement, je pense que j'ai déjà trop détaillé entre la fois précédente et là, voilà, donc on va peut-être se calmer. Ils tomberont ensuite sur une femme qui leur explique que le monstre... En fait, les gars, moi je trouve que ça c'est banal. Enfin, on a tellement l'habitude d'avoir des séries qui sont hard, des séries elles sont d'une violence inouïe, que en vrai, on est en mode, c'est bon. Notre tolérance, les gars, elle a augmenté en fait. Elle a augmenté. Quand t'as vu Game of Thrones, quand t'as vu The Walking Dead, quand t'as vu... Après, il y a d'autres films aussi de psychopathes, les sauts, les trucs comme ça. Bon, moi, j'ai pas vu les sauts parce que moi, je trouve que là, c'est peut-être un peu trop, là, tu vois. Les The Boys, hein, ça te fait plus rien, ça glisse, frère. S'appelle en fait le Harvest, qui tuait chacun des membres de Torchwood et qu'il est celui qui a tué tous les habitants de ce Jessica. village. Les deux se retrouvent finalement piégés par la femme et un homme qui se révèle être ce fameux Harvest se présente à eux. Et je vais m'arrêter là pour la description de l'épisode parce que clairement tout le côté trash il se passe dans cette première partie. Et au final d'ailleurs la fin de l'épisode est assez classique. Bon, je pense que vous avez compris Les gens qui ressentent rien, vous êtes des malades mentaux. Bah, on ressent des choses, hein. C'est pas parce que là on n'est pas réceptif sur ce chapitre-là que ça y est, on est des monstres. Non, sûr, moi je ressens des choses, mais là je suis pas réceptif à cette forme de violence, voilà. thématique est abordée dans cet épisode. Que j'ai vu Parler pire. des tueurs en série, c'est surtout fréquent d'en faire mention dans les séries télé, notamment dans les séries policières qui sont fortement sujets à l'exploitation à l'écran de ces personnes-là. Alors qu'à contrario, dans On les voit dessins ça tous les animés, jours. c'est impossible de trouver un cartoon qui contient ce type de personnes. La seule exception à la règle sont dans les animés japonais qui ont pour le coup beaucoup plus de liberté à faire apparaître des individus sinistres. Et je ne compte pas le nombre d'animés qui contiennent ce genre de tueurs en série, qui sont d'ailleurs bien trop souvent romancés. D'ailleurs, c'est une réflexion que je me suis faite récemment, mais pourquoi tous les tueurs en série sont romancés dans les séries et les films? Vous avez 4 heures. Plus sérieusement, je serais ravi de voir vos avis là-dessus, étant donné que vraiment je ne comprends pas cette fascination pour les tueurs en série. Rien qu'à voir avec Dahmer, pour le coup, c'est le plus grand exemple. C'est assez hallucinant, vraiment, la manière dont c'est romancé. Avatar, le dernier. Ouais, mais tu vois, oh, qu'est-ce que ça fait là Dahmer, je suis pas sûr que ça soit une si bonne idée de ça, de faire un documentaire là-dessus. Hein. Parce que apparemment, c'était hyper fidèle, même au niveau des appels et tout. Et il y a beaucoup de gens qui ont commencé à l'idolâtrer. Je vois pas pourquoi ces mecs-là, qui sont des crapules, mériteraient d'avoir quelque chose en fait. Genre, on devrait pas faire de documentaire sur eux quoi. De l'air, le temple de l'air du On enchaîne directement avec un gros morceau. Et même pour la famille et tout, ça doit être horrible. Hein. Avatar, le maître de l'air. Avatar, le dernier maître de l'air, c'est une des séries d'animation les plus emblématiques de ma génération. De multiples adaptations du dessin animé ont été faites, comme des comics, une série Netflix qui est tout récente, et un film qu'on va oublier parce que faut oublier ce film. La série a été diffusée en France d'abord sur TF1, puis Nickelodeon, et est actuellement toujours diffusée sur la chaîne Game One. On y suit Aang, jeune maître de l'air et dernier de sa lignée, qui a été libéré par deux membres de la tribu de l'eau,
Katara et Sokka. Il découvre par la suite qu'il est l'héritier d'une longue lignée de gens appelés les Avatars, qui sont les seules personnes à maîtriser les 4 éléments, l'air, l'eau, la terre et le feu. Cependant, le dernier élément Putain, mais pour les années 2000, hein, je n'arrive toujours pas à comprendre comment c'est une anomalie pour moi cet animé, frère. à maîtriser, il est assez compliqué étant donné qu'il y a littéralement une guerre en cours causée par eux. Voilà, donc c'est assez compliqué de maîtriser le feu. La mission de Aang sera donc de rétablir la paix entre les peuples et les éléments, et c'est à peu près tout pour le plot de l'animé. Vous aurez remarqué aussi que j'ai précisé que Aang était le dernier de sa lignée. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Dans l'épisode Le Temple de l'Air du Sud, Aang, Katara et Sokka se rendent dans l'ancien temple de l'air de Aang. En arrivant, l'endroit est complètement désert, et en explorant les environs, Katara trouve un casque appartenant à la nation du feu. Comme je vous ai dit plus tôt, la nation du feu, c'est la nation qui veut s'emparer de tous les peuples et qui veut s'emparer du pouvoir ultime. Et dans leur soif de conquête, ils ont commencé par détruire chacun des temples de l'air. Aang découvre alors que ses frères, ses compagnons, ses amis du temple de l'air sont tous morts, et réalise alors le poids de ce qui est arrivé à son peuple. L'épisode est très touchant mais très violent à la fois. On comprend vite que ce qui s'est passé ici relate très certainement d'un génocide, et que ce soit le temple de Aang, mais aussi tous les temples de l'air. Parler de génocide dans un dessin animé pour enfants, c'est une mission extrêmement risquée. Et à raison d'eux, puisque peu de dessins animés arrivent à sortir un résultat correct, surtout quand il s'agit d'y aller d'une manière très subtile. Et c'est POV Sasuke Uchiwa flashback. Tu découvres ça quand t'es gamin. En fait, c'est là que je me dis, les Japonais, je pense qu'ils en avaient rien à foutre, frère. ouf parce que ce que je trouve flagrant là-dedans, c'est qu'avec nos yeux d'adultes, on se rend compte vraiment de l'importance et des conséquences, en gros, concrètement de ce qui s'est passé. Et c'est ouf de se dire que l'épisode et la série ont vraiment un fond beaucoup plus important que ce qu'on peut penser. Static Shock. En fait, je pense que tu fais Iceberg des traumas, édition anime, on a un autre niveau. Tu fais même le début avec le daron, là, la gamine avec le chien, là. J'ai 8 ans, je vois ça, c'est fini. Hein. Je fais des cauchemars pendant au moins 3 ans. Pour ce dernier épisode, je pensais pas aborder ça dans un iceberg. Peut-être pas en tout cas dans un iceberg des dessins animés. Étant donné que je m'attendais pas à ce qu'un épisode mentionne ça de manière explicite. C'est quelque chose qui va être compliqué à aborder, qui va peut-être être choquant pour vous, ou pas, ça va dépendre, mais qui était nécessaire à aborder. On a parlé de presque tous les cas dans cet iceberg, que ce soit avec des images choquantes, des thématiques comme le harcèlement, la fin du monde, les violences conjugales, les homicides et j'en passe. Et ce qu'on n'a pas encore abordé, c'est les tueries de masse dans les écoles. Ah bah ça, s'il y a des dessins animés là-dessus, bon, comment dire. Monsieur, bonsoir. De Merci, nouveau Abel. la violence dans les lycées américains. Start with an attack on a college. So a student opened fire at a Oula. vocational college this morning. At least 18 Oula là. people are dead, including the gunman. Depuis octobre Ça 97, c'est au States, ça. 5 fusillades ont éclaté dans des écoles américaines. He said, I'm going to shoot my grandmother. The second post was, I shot my grandmother. The third post, I'm going to shoot an elementary school. Des exemples extrêmement connus comme la tuerie du clinique de Kerch ou encore la tristement célèbre fusillade de Columbine. Ce dernier ayant été l'un des gros facteurs de nombreuses tueries de masse, notamment à cause de la surmédiatisation de celle-ci. C'est donc un sujet extrêmement compliqué qu'on va aborder là, surtout dans un programme pour enfants de type cartoon, diffusé en plus de ça à des heures adaptées au jeune public. Surtout que Static Shock, ça vient quand même d'un comics à la base, donc c'est quelque chose qui vise les enfants. Parler de ça dans un cartoon, c'est un défi que vont relever les créateurs et les showrunners de la série Static Shock, qu'on avait déjà abordé dans la première partie avec un épisode centré sur le racisme. Et je trouve ça quand même vachement bien que Static Shock mette en avant justement des sujets, des thématiques qui sont assez graves comme le racisme, comme les tueries de masse et indirectement d'ailleurs même le harcèlement. Franchement, je trouve ça bien qu'une série mette l'accent sur des éléments aussi importants dans un programme destiné aux enfants. L'épisode Jimmy débute avec Virgile qui découvre son ami en civière. Son père lui dit de ne pas venir avec eux et le plan suivant, on le voit dans le bureau d'un psychologue. Virgile peine à tout raconter mais décide de se lancer. Il dit que dans sa classe, il y a un garçon assez réservé qui s'appelle Jimmy. Celui-ci se fait trop souvent harceler par un de ses camarades de classe, jusqu'à même inquiéter nos deux héros. Pour soutenir leurs camarades, Virgile et Richie se rendront chez Jimmy pour lui offrir une nouvelle souris qui s'est fait péter à cause qu'il le harcèle, et Jimmy acceptera que les deux amis rentrent chez lui. En montant dans sa chambre, il découvre un univers d'adolescents classique, avec des posters, des jeux et toutes sortes d'objets. Jimmy propose alors à ses deux nouveaux amis de leur montrer un truc, l'arme à feu de son père. I could show you something even cooler. I could show you Après au stage, je pense que c'est banal, ça. a real gun. My dad bought it for protection. Virgile et Richie quitteront les lieux laissant le jeune homme seul. Une fois de plus. Virgile commencera à montrer de gros signes d'inquiétude vis-à-vis de Jimmy, pensant qu'il risque de commettre un acte d'une ampleur démesurée, et plus l'épisode va avancer, plus la tension va monter. Mais Virgile perd pas espoir, et pense que Jimmy est toujours sauvable. Pour ce faire, ils l'emmèneront dans différents endroits, histoire de lui changer les idées. Le tournant a lieu lorsqu'ils retrouveront Jimmy enfermé dans un casier, celui-ci en larmes, et c'est réellement à partir de là que la santé mentale de Jimmy va totalement Ah dégringoler. ouais, Le il s'est lendemain, encore fait bully. il ne viendra pas à l'école, et Virgile décide de lui rendre une petite visite pour savoir comment il va. À sa grande surprise, Par contre, Virgile,
Virgile, le GOAT, hein, le gars il s'inquiète pour tout le monde. Hein. Il aperçoit qu'il n'est pas chez lui et se décide de regarder son ordinateur quand il découvre que le jeune homme écrivait en fait un journal sur son harcèlement et son potentiel passage à l'acte qu'il rediffusait sur un forum. Virgile, en panique, décide de prévenir son père qui partira directement à l'école. Dans le gymnase, on découvre Jimmy confrontant son bully en sortant une arme pointée sur lui. Les autres élèves tentent de l'en dissuader, lui dit qu'il va le regretter s'il fait ça. Jimmy en tremble, commence à hurler sur le bully qui s'excuse pour tout ce qu'il a fait quand le coup de feu part. Ah merde, merci Axial. C'est Richie qui se retrouvera touché d'une balle dans la jambe. Virgile, qui avait débarqué en costume, vient porter secours à son ami. L'épisode se termine avec son pote s'est pris une balle perdue en plus, frère. L'exclusion de l'élève bully de l'établissement, ainsi qu'un message de prévention. L'épisode est assez fort et direct dans sa manière d'aborder les tueries de masse à l'école. Surtout quand tu sais d'à quel point c'est compliqué pour des showrunners d'aborder ce sujet-là sans que ce soit forcément sujet à polémique. Et surtout quelque chose de fatalement violent et graphique. Et c'est ça aussi que je trouve bien dans les épisodes qu'on a abordés, c'est qu'ils trouvent tous en fait une manière d'aborder... Par contre les gars, c'est la deuxième fois que ce dessin animé il est traité. Il a l'air vraiment cool, hein. Un sujet ou une thématique, mais qu'ils le font tous d'une manière subtile. Genre ça a traité ça a parlé du racisme, là ça parle de ça. Pour certains. Du moins dans la plupart des cas, ils vont pas non plus super loin. Que ce soit dans la première ou la deuxième partie, genre, ils le font bien en plus, des épisodes tout au long de l'iceberg qui étaient soit méconnus ou surtout populaires aux USA, soit connus chez nous en France avec quelques bribes de souvenirs par-ci par-là. Je sais que j'aurais pu mettre plus d'épisodes dans cette liste, plus de dessins animés, plus de séries et même des animés japonais. Pour ça, je préfère le réserver pour une prochaine vidéo. Je tenais bien sûr à pas vous laisser là-dessus et comme je l'ai dit en début de vidéo, à vous laisser sur vos traumas à vous avec les épisodes que vous m'avez envoyés dans les commentaires. J'en ai sélectionné 5 et j'espère que cette sélection... En vrai, c'est quoi les pires traumas les gars qu'on ait eu? Parce que déjà on n'a pas eu la même enfance. Donc déjà en fonction de la génération, on n'aura pas les mêmes traumatismes. Trauma d'enfance, un truc qui a mis tout le monde d'accord, c'est chaud hein. Kuma, mais vas-y, c'est pas un trauma d'enfance, ça vient d'arriver frère. Mufasa. Alors, je sais que Mufasa, il y en a qui ont commencé à pleurer dans la salle, j'étais là hein, quand le Roi Lion est sorti. Oh la phrase de vieux. J'étais là dans le cinéma quand le Roi Lion s'est sorti. Moi j'ai rigolé, je vous l'ai dit, moi j'ai rigolé. Tous les bambins, ils étaient là. Ouais, oh non, Mufasa, nanana. Moi j'étais en mode ni chaud ni froid, ça m'a rien fait frère. Non, c'est pas un trauma ça. Vraiment, c'est pas un trauma. Caroline. Ah oui, la petite folle là. Ouais, mais c'est le design qui était bizarre là. Donc, déjà, c'est fait en papier mâché là. Ouais, Coraline, ouais, c'était bizarre elle. Le premier film Pokémon, je suis d'accord. Ouais, avec la fin quoi. Ouais, la fin, t'es là en mode non, pourquoi? N'hésitez pas d'ailleurs à continuer de noter vos traumas en commentaire, il y a sûrement des sujets de façon que j'aurais pas abordé quoi qu'il arrive dans cette vidéo, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à mettre vos traumas, que ce soit des animés, des films, des séries, des films d'animation. Ouais, ou des pubs, hein. Il y a aussi des pubs les gars. Vraiment, n'hésitez pas, et comme ça on se fera une grosse rétrospective. Il y avait des pubs, elles étaient choquantes hein. Contrairement aux autres parties, je ne vais pas développer et analyser en détail les épisodes, mais je vais surtout aborder le côté général des sujets. Je sais pas si vous avez tout compris, je sais pas trop m'exprimer, mais de toute manière vous allez voir, en gros on va surtout survoler les sujets, mais rentrer un petit peu dans le détail pour certains sujets, vous allez voir. Les traumas dans Bob l'éponge. On commence avec quelque chose que vous avez pas mal mentionné dans les commentaires de la vidéo, à savoir les traumas de Bob l'éponge. De toute manière on a pas mal parlé de Bob l'éponge et tout, de ses traumas, voilà on a abordé je crois 3 ou 4 épisodes, je sais plus, notamment dans la première partie de l'iceberg, beaucoup moins dans la deuxième, mais certains d'entre vous m'ont fait mention d'éléments qui étaient quand même assez perturbants, à commencer par ce truc. Et honnêtement, je peux comprendre. Un gorille humanoïde dans une série de type cartoon, c'est pile le genre de choses que t'as pas envie de voir. Non, mais en fait, t'acceptes déjà un loukoum qui est tout rose, un écureuil sous scaphandre, une éponge qui parle, et Carlo qui envoie des streamers. Donc en vrai de vrai, un gorille qui arrive, c'est pas choquant, je trouve. Pour le côté complètement curse du personnage. Je sais pas vous, mais ce gorille... C'est traumatisant. J'ai rien dit. C'est traumatisant, je savais pas qu'il y avait des GP comme ça. Oui, il m'a quand même fait pas mal penser aux morses dans Pingu. Ah et honnêtement, ouais, je vous laisse débattre, j'arrive pas à savoir qui est le plus flippant entre les deux. La deuxième chose dont on va parler concernant Bob l'éponge, c'est de l'épisode où Bob et Patrick se rendent dans une ville appelée Rock Bottom. Rien à voir avec... Il y a quand même beaucoup d'épisodes de Bob l'éponge qui sont cités, hein. De The Rock. La ville se situe bien plus bas que Bikini Bottom, et ce qui me fait peur en apparence, c'est surtout son aspect extrêmement lugubre et ses habitants, si on peut appeler ça comme ça, qui sont clairement les éléments les plus perturbants de cet épisode. Le cerf dans Adventure Time. Je sais ce que vous allez me dire, c'est assez étonnant qu'on n'ait pas parlé d'Adventure Time dans cet iceberg. Et je vous dirais que oui, c'est extrêmement improbable. Surtout quand tu sais que la série aborde des sujets assez glauques, notamment littéralement une métaphore d'une guerre nucléaire. Entre autres. Sauf que dans ce cas précis, on va pas parler d'une catastrophe ou quoi, on va parler de ce truc.
c'est quoi? Déjà, le fait qu'un animal qu'on connaît se comporte comme un humain, c'est bizarre. Hein. Cette créature des enfers est un cerf qui apparaît pour la première fois dans l'épisode Personne ne vous entend. Ah oui, il y a un problème. Dans l'animation, il y a un truc qui m'a gêné là. A crié, un super nom en apparence, hein, super, et qui met en scène un cerf qui terrifie le royaume confiserie. Il apparaîtra majoritairement debout sur ses deux pattes arrière et des voiles ramènent sous ses sabots des mains humaines, ce qui renforce... Non, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui est pas naturel en fait, c'est pas normal les gars. C'est pas normal. Encore plus la terreur de ce personnage. Du coup, je peux comprendre que certains d'entre vous aient flippé à la vue de ce truc. Voilà, je sais même pas si on peut appeler ça un cerf, vraiment. C'est terrifiant. Les traumas dans les Télétubbies. Enchaîner Adventure Time et les Teletubbies, je pense qu'il y a que sur cette chaîne YouTube que vous verrez ça. Honnêtement, ça m'étonne, tout comme Adventure Time, soit passé à côté des Teletubbies, tant la série comporte un maximum de... le soleil. En vrai, le soleil des Teletubbies, je sais qu'il y a plein de gens qui ont été traumatisés par ce truc. Élément traumatisant pour les c'est enfants. un petit bébé, hein, mais... À commencer par les Teletubbies eux-mêmes. Je sais pas pourquoi, mais personnellement, la tête des Teletubbies, je la trouve absolument terrifiante. Voilà, leur visage, leur costume, je trouve ça horrible. Après, ils sont drogués au sucre. Hein, des images cursed, hein, bien sûr, sur internet qu'on a tous trouvé, qui ont renforcé un petit peu cette aura-là. Mais en tout cas, moi, c'est mon cas. Voilà, je suis très efficace, c'est très efficace sur moi, très réceptif. Bien sûr, de nombreux éléments viendront s'ajouter à ça pour... Après, déjà, si tu mets un filtre noir et blanc, frère, ça va pas les aider, les pauvres. La série un peu plus flippante aux yeux de tout le monde. À commencer par un élément central de la série, voilà, le soleil. Le grand antagoniste. Fichu soleil qui en a terrorisé plus d'un. Certains parlent du rire du bébé, d'autres de l'aspect assez étrange de celui-ci, mais quoi qu'il arrive, il a quand même marqué les esprits, comme l'a fait également un certain lion, à dents très pointues, qui était quand même assez flippant pour des enfants en bas âge, ou encore l'aspirateur qui a terrorisé pas mal de... Je le dis, mon futur bambin et mes spermatozoïdes, écoutez-moi bien. La personne qui va gagner ce Battle Royale, dès qu'elle spawn, je vais la mettre devant Naruto. Hein. Quand tu vas voir le massacre des Uchiwa à travers les yeux de Sasuke, à travers les yeux d'Itachi, t'inquiète pas. Tous ces petits dessins animés de pisseux, ça va plus rien te faire, frère. Personne, surtout quand tu vois cette scène du Shetan. Oula. Attends, il fait quoi l'aspirateur là? Attends, mais là il est en train de... C'est un lavement là. Poe loves the Nunu very much. Oh bah... C'est bizarre Poe, hein. De toute façon, ça se voyait que Poe c'était la plus chelou, les gars. Ramsès. Il faut qu'on soit à la fin de cet iceberg pour que je mentionne une deuxième fois Courage. C'est scandaleux. Et après avoir fait mention de la fille au violon, après avoir fait mention du Bugle Monster, on s'attaque cette fois-ci à Ramsès. Ce qui est clairement terrifiant là-dedans, c'est son esthétique. Déjà parce que son chara-design est absolument horrible, et pour être honnête, sa manière de bouger fait également assez bader. Je trouve ça fou quand même d'à quel point la série arrive à caler des trucs absolument horribles. Les monstres, les choses un peu bizarres de Courage, je trouve ça assez fou, et que aussi ça ait marqué autant de gens. Courage est vraiment un dessin animé exceptionnel. Code Lyoko, Canal Fantôme. Même Code Lyoko adore ça. Quoi de mieux pour se terminer cet iceberg? Après ça va mettre les rats. Ces dessins animés par l'un de mes préférés all time, à savoir Code Lyoko. J'ai un amour inconditionnel pour cette série que je considère parmi mes cartoons préférés, et honnêtement, c'est vrai que certains épisodes ou certaines entités sont particulièrement impressionnantes. Notamment les monstres de Xana, voilà, que ce soit sur Lyoko ou quoi, je trouve que c'est clairement quelque chose d'efficace pour les gosses. Bon, bien sûr, j'ai pas tous les noms en tête, mais voilà, je vous mettrai quelques exemples de trucs que je trouve absolument horribles. Cependant, un abonné dans les commentaires m'a fait mention d'un épisode appelé Canal Fantôme, qui l'avait pas mal touché par le passé, et je me suis dit que c'était l'occasion de parler de Code Lyoko via un épisode marquant, et je vais un peu briser ma règle du début. Je vais légèrement détailler sur cet épisode là parce qu'il y a des choses à dire. Canal Fantôme est le 24e épisode de la saison 1 de la série. Après une mission rondement menée, Jérémy fait un retour vers le passé pour ramener le monde à la normale. Jusque là tout va bien. Cependant, un phénomène assez étrange se produit et Jérémy se retrouve dans une réalité différente des autres membres du groupe. Dans sa réalité, Yumi, Ulrich et Odd ne sont plus avec lui, alors que les autres voient un Jérémy bien plus différent que la normale. L'épisode avance et on découvre que le Jérémy qui était avec les autres est en fait un programme créé par Xana, visant à garder les autres. Une fois la supercherie découverte, Xana dévoile son vrai visage dans une scène assez impressionnante. Cette espèce de version démon de Jérémy, je Wow. Mais le viewer qui a envoyé ça, mais... faut s'acheter une paire de couilles là, c'est bon là. Ça m'a traumatisé. J'ai fait des cauchemars pendant 1 an.
Eh, il y avait des dessins animés de la même époque, frère. Dès la première image, t'étais comme un... Je me souvenais plus jusqu'à ce que je revoie l'épisode. Et pour être franc, je me suis rappelé que j'avais déjà vu l'épisode et que ça m'avait drôlement impressionné à l'époque. Surtout que je vous dis ça, voilà, je devais avoir peut-être un peu moins de 10 ans. Voilà, j'ai regardé tous les dessins animés. Il est seul à voir ce roman. Très tard. Hein. Mais en revoyant l'épisode, ça m'a surtout rappelé de bons souvenirs. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut retenir des dessins animés et des moments qui nous ont choqués. Aujourd'hui, on en garde un bon souvenir, quelque chose de nostalgique. Et même si certaines scènes ont pu nous choquer par le passé, voire traumatiser, ça reste, je trouve, une part importante de notre enfance. Il y a aussi les traumas des jeux vidéo. Hein. Il y a des trucs dans le jeu vidéo, les gars, où quand ça t'arrive, ça reste dans ta tête hein, aussi. Hein. Moi, je me souviens par exemple de l'Underman. La première fois qu'ils ont ajouté l'Underman et qu'on savait pas qu'ils avaient fait un patch note avec l'Underman, tu te balades et que tu vois ce grand homme noir comme ça qui prend des blocs, et tu le tapes, le bruit, les mecs. Le bruit, les... Voilà, le hurlement. Et que d'un coup, le gars il disparaît. Et que d'un coup, il est derrière toi. Il fait des... comme ça, là. Horrible. Horrible, les gars. Et de notre... Les sons des cavernes dans Minecraft. Tranquillement, t'es en moins 64, t'es là. Et t'entends des... Minecraft mériterait un iceberg. Pour lui tout seul, vraiment. Adolescence pour certains cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En vrai, si personne n'a fait d'iceberg sur les mangas et les animes, moi je peux le faire à mon échelle. Hein. Voilà. Ou top 10 des pires morts dans les animés. Top 1, le décès de Mike dans Shingeki no Kyojin. Plus important. Non mais c'est pas des traumas. C'est genre ça arrive, t'es en mode... il se passe quoi genre Kuma, mais non, Kuma c'est pas un trauma. Un trauma c'est des images, tu fermes les yeux, tu les vois. Et je pense pas que c'est traumatisé les gens les gars, hein, vraiment. C'est une bonne nouvelle, t'es trop raciste le dragon. Tombeau des Lucioles, ouais je suis d'accord. Ouais, c'est inattendu, et en plus on voit la gamine et tout, comment elle est. Alors, y a personne qui m'a dit Kaito. Vous souvenez de Kaito dans Hunter X? C'est vraiment la scène où Pito elle est là et bah y a sa tête quoi. La vie j'ai rigolé, ouais mais c'était un rire nerveux, c'est pas... Parce que là tu passes juste pour un psychopathe frère. Les gens qui disent ouais j'ai rigolé, vous vous faites peur frère.